J'en profite parce que je ne l'ai pas encore fait, mais nous sommes ici et nous prolongeons même la date, l'heure à laquelle nous devions partir. C'est grâce à la commune. C'est Banon qui nous prête gentiment cette salle, gracieusement. On le remercie et son premier adjoint, qui est parmi nous, qui est aussi un membre d'Amilur, qui est aussi l'ancien président, ou toujours président des centrales villageoises, est un activiste sur nos questions. Merci donc à la commune. J'invite donc mes amis Richard Fay. Oui, applaudissez la commune. Richard Fay. Voilà. Et puis Pierre Honoré. Bien, merci d'être là, mes amis. On va, j'irai lancer le débat sur une question et je vais laisser d'abord Richard se présenter très rapidement, et puis après Pierre se présentera, et après Richard t'avancera. Merci Richard. Une présentation très rapide. Mon nom, vous le voyez, je fais partie du collectif Sauvons la forêt du Sud. Avant, c'était SOS Forêt du Sud, simplement. Je travaillais avec un certain nombre de personnes dans la salle. Ce collectif s'est créé contre Gardanne, contre la conversion de Provence 4, qui était une centrale en charbon, en centrale à biomasse. Voilà. Sinon, personnellement, je suis technicien forestier, je travaille longtemps à l'Office national des forêts, j'ai une connaissance forestière assez pointue qui me permettait de dérouler un peu les projets. Voilà. C'est un de nos experts, Richard. On le remercie d'ailleurs pour ses contributions fréquentes. Oui, ben moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis administrateur à Amilur. Voilà, j'ai été anciennement élu à la communauté de communes du Pays du Fort-Calquier-Montagne de Lure en tant que vice-président en charge de l'environnement et du développement durable. Et voilà. Et adjoint au maire à Saint-Étienne-les-Orgues aussi. Merci. Richard, alors lance-nous un peu ces questions autour de la forêt qui nous tracasse, finalement. Oui, il y a une question particulièrement qui me tracasse, mais je vais déjà recommencer par ce qui a été dit tout à l'heure dans la salle sur les forêts qui ont regagné un peu nos paysages. Actuellement, on a des paysages qui sont bien forestés, bien colonisés, ce qui n'était pas le cas à peu près au milieu du Moyen-Âge. Donc on a retrouvé à peu près des surfaces forestières dans les paysages de Lure, mais je dirais aussi dans les paysages nationaux, qui sont à peu près ceux qu'on avait au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, après cette période du milieu du Moyen-Âge, les forêts ont un peu diminué, beaucoup diminué, déjà sous une pression, sous des besoins d'énergie. Alors, pourquoi les forêts ont reprogressé, recolonisé, regagné ces espaces? Ce n'est pas parce qu'on les a protégés spécialement, c'est qu'on s'en est désintéressé, tout simplement. On en avait beaucoup moins besoin, donc on a laissé un peu regagner les forêts, l'agriculture s'est industrialisée. On se retrouve maintenant avec beaucoup plus de forêts. Il n'empêche que les menaces sur ces forêts sont toujours bien existantes, que les enjeux actuels sont des enjeux qui sont liés à la décarbonation des énergies, notamment l'énergie électrique, et que les objectifs des stratégies bas carbone conduisent à des actions qui peuvent être néfastes aux forêts. Bon, on a cité abondamment les centrales électriques qui utilisent les forêts, qui utilisent les terrains boisés, du moins pour la simple raison que ça coûte beaucoup moins cher d'installer des panneaux photovoltaïques dans un terrain boisé que dans un centre urbain, par exemple, sur un établissement quelconque. S'ajoute à ça le fait que les forêts de Piémont-Lure sont considérées comme économiquement pauvres, sans intérêt économique, faible valeur, on va dire. Et le deuxième point qui fait que les forêts sont convoitées, nos forêts sont convoitées, c'est l'utilisation de la biomasse forestière pour produire directement de l'énergie, de l'électricité, qui va se substituer aux énergies fossiles, au charbon et au pétrole. Donc c'est deux points qui menacent actuellement les forêts, mais qui sont liés directement à la stratégie bas carbone. Curieusement. Donc il y a une bonne action d'un côté, une bonne stratégie. Je ne veux pas dire qu'il faut la remettre en question, mais une bonne stratégie et des effets qui peuvent être un peu perturbants parfois. Ceci dit, dans ce contexte-là, j'ai appris récemment l'existence d'un projet d'animation
sur la partie ouest de la montagne de Lure, entre Revès-du-Bion, ça concerne les communes de Revès-du-Bion, Belortier, La Roche-Giron, Lardier et Oncle, je n'oublie pas. Bien, oui, c'est ça. Donc un projet d'animation de territoire, de projet qui s'appelle Initiative locale d'aménagement forestier. Un projet d'animation forestière porté par un bureau d'études et par une association de propriétaires forestiers privés. Alors, animation forestière, ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Hein. Le diagnostic qui est posé dans ce projet d'animation forestière, c'est l'initiative locale, repose sur le constat qu'il est quand même nécessaire d'adapter la forêt au changement climatique, pas nécessaire, il serait bien de réfléchir au changement climatique et les effets sur les forêts, ce qui est réel, l'évapotranspiration augmente, la température moyenne de la planète augmente, ce qui fait que la végétation souffre, les arbres notamment souffrent. On a pour l'instant un peu plus de 1 degré d'augmentation de température moyenne sur le globe terrestre. On annonce pour 2030 1,5 degré en plus, parole de scientifiques. Après, certains le contestent, mais c'est quand même des études assez fiables. L'évapotranspiration, d'après une étude américaine récente, aurait augmenté de 10%. L'évapotranspiration, donc il y a d'une part l'évaporation du sol et la transpiration des arbres, aurait augmenté de 10% pour l'ensemble des forêts du globe. Ce qui veut dire que les besoins en eau ont aussi augmenté. Ça conduit à des dépérissements forestiers, à des situations de stress et des fragilités des peuplements forestiers et des essences. Pour nous ici, est particulièrement concerné le chêne blanc, le chêne tubescent. L'autre constat qu'il fait, le diagnostic, c'est le manque d'investissement dans les forêts. Je pense que là, tout bon forestier ou même le citoyen moyen dirait si vous avez investi un peu en forêt, c'est pas forcément une mauvaise chose. Les investissements, ça peut concerner les infrastructures des FCI, ça peut concerner les plantations, ça peut concerner des routes, des pistes, pourquoi pas, pour accéder un peu plus, défendre la forêt, pour aller sortir un peu plus de bois. Ce qui fait le lien avec le troisième pilier, qui est l'insuffisance de valorisation des produits forestiers. Alors, forêt de faible valeur, mais il n'y a pas non plus énormément de recherche ou de moins d'action sur une valorisation des forêts. Il en avait été fait une à Banon, où je ne sais pas si certains s'en souviennent, la plateforme bois de Banon, dont le projet était porté par la charte forestière. Et l'idée, c'était de réunir le produit des coupes de bois sur une plateforme, de les trier, de pouvoir faire de l'eau plus intéressant avec un lot de bois de chauffage, un lot de grumes de sillage et un lot éventuellement de bois destiné à des copeaux et des chaufferies. Ce projet a capoté. L'initiative locale se propose de reprendre ce projet. Voilà. Donc, pour les diagnostics forestiers, la seule alerte que moi j'ai eue, c'était que les fonctions des espaces naturels n'étaient pas citées. Les fonctions s'étaient réduites aux ressources forestières, c'est-à-dire on ne parle pas du rôle de la forêt sur l'eau, sur le climat, sur le paysage, sur la circulation, les loisirs, etc. Et le deuxième point, c'est que les associations de protection de la nature sont perçues comme des opposants systématiques aux initiatives des propriétaires. Ça, c'était écrit noir sur blanc, donc ça m'a quand même tiré les yeux vers le bas. L'initiative d'aménagement forestier ambitionne, je le dis un petit peu, de développer l'économie du territoire autour du bois, mais aussi autour de l'élevage, du tourisme et de la production d'énergie renouvelable. Donc l'initiative a fait émerger des projets. Dans les projets, il y aurait des équipements forestiers contre l'incendie, création de pistes, reboisement, relance du bois de Banon. Ça reste dans des choses acceptables au niveau forestier, qui peuvent être contestables par d'autres. Au niveau forestier, c'est acceptable. À côté de ces projets forestiers, on trouve des actions qui ne sont pas forestières, notamment actions agricoles, comme rénover la châtaignerie, qui est une production de fruits. C'est très intéressant, mais ce n'est pas vraiment forestier. Créer des retenues collinaires pour l'élevage. On sort un peu du côté forestier. N'est pas posé la question de la réserve en eau, la ressource en eau. Là, on peut parler de ressources quand même. Des actions culturelles comme restaurer le petit patrimoine bâti, ce qui est très intéressant, et ça n'a rien à faire dans une initiative locale d'aménagement forestier. Et surtout, des actions énergétiques comme favoriser l'acceptation sociale des projets photovoltaïques et développer les énergies renouvelables. Alors
Alors là, dans un projet forestier, ça va carrément scier. Alors, développer l'élevage, le tourisme et les énergies renouvelables, c'est quelque chose, c'est pas honteux, c'est quelque chose de tout à fait respectable, on peut promouvoir. Mais dans le cadre d'un projet d'initiative forestière, l'aménagement forestier, c'est quand même, ça interpelle. Et c'est même contraire, enfin, de mon sens, c'est même contraire à un développement de la forêt. Parce que si on veut faire de l'élevage, on va empiéter sur la forêt. On va la couper pour faire du pastoralisme. Si on veut faire du photovoltaïque, des panneaux solaires, on va couper la forêt également. Alors, on sait pertinemment que la forêt, ça représente la moitié du stock terrestre de carbone. L'enjeu actuel, c'est quand même de continuer à stocker du carbone, donc de maintenir de la forêt. Surtout qu'on sait que dans la forêt, c'est les sols en plus qui contiennent le plus de carbone. Donc ça paraît contradictoire avec un projet d'aménagement forestier et un projet aussi de réduction de stockage de carbone. Voilà. Donc c'est des menaces concrètes dont je tenais à faire part, dont j'ai déjà fait part au conseil d'administration de la milieu, dont je tenais aussi à vous faire part. Ça se passe chez nous, c'est une initiative locale, donc sur les communes chez nous. Je vous indique quand même le financement de cette initiative locale, que ça vaut le coup de le savoir. Établi sur 2 ans, le coût est de 92 000 €. Le projet fait appel à des fonds publics du FEADER pour la région, prévus pour des actions forestières, pas pour des actions d'élevage, touristique, agricole, à hauteur de 80 000 €. Et aussi, le promoteur du projet fait appel aux finances communales. Je pense savoir que les communes ont déjà budgété une subvention de 2 000 € pour la période de 2 ans, qui sera versée au bureau d'études pour l'animation de ces projets. Voilà où on en est. Le dossier au niveau de la région, je pense, a été déposé de la région. C'est des projets privés, donc je sais ça accidentellement, on va dire. Au niveau de la région, je ne sais pas quelle sera la réponse, j'espère qu'elle sera négative. Mais voilà le type de nouvelles menaces qu'on voit arriver sur le territoire. Un groupement de propriétaires, un bureau d'études qui, sous couvert d'une action forestière, va faire de la promotion des parcs solaires. Ça, c'est affiché c'est dans le compte rendu des conseils municipaux de la région. C'est affiché, ce que vous avez expliqué. Oui. On est informé. Oui, c'est informé. Ce qui est important, ce que je trouve personnellement dans cette affaire, c'est que c'est toute l'ambiguïté que l'on a et qui a été soulevée dans le cas de Mignos ou dans beaucoup d'autres endroits. C'est d'une certaine façon un projet est porté par des élus. Ce sont des élus qui portent le projet. Ces élus, finalement, votent cette affaire, mais ces élus sont aussi des propriétaires. Donc on voit que dans un certain nombre de cas, et c'est la caractéristique du domaine rural, c'est que souvent les élus, finalement, sont aussi des propriétaires. Et ce qui est ambigu, c'est quand même, il y a de fait, dans un certain nombre de cas, celui-là en est un, mais il y en a plein d'autres, de conflits d'intérêts entre finalement des projets portés par des élus qui sont eux-mêmes des propriétaires. Et je pense qu'on doit être attentif, nous, sur, ceci n'est qu'un exemple, mais sur des initiatives qui sont prises, finalement, dans une logique où des élus portent des projets et où il y a, finalement, de réels conflits d'intérêts. Et j'en parlais d'ailleurs avec notre avocat, c'est pas si facile de régler ces questions de conflits d'intérêts et de les soulever. Et je crois qu'on doit être aussi attentif sur ces questions-là. Pierre, peut-être c'est un des points qui est abordé dans le cadre du travail que tu mènes, notamment au sein de la commission territoriale, c'est ça, hein, tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors moi je vais vous parler d'un autre projet qui se développe sur notre territoire, qui est en lien avec le parc naturel régional du Luberon, qui a, dans le cadre de la révision de sa charte, donc sa charte arrive, la charte précédente arrive à expiration en 2024. Et déjà aujourd'hui, les démarches sont entreprises pour réviser cette charte et notre territoire est impacté dans la mesure où la gouvernance du parc du Luberon, qui est essentiellement portée par ce qu'on appelle le conseil syndical qui rassemble l'ensemble des élus des 77 communes qui sont adhérentes
dans le parc du Luberon, sur les 85 qui constituent le périmètre de ce zonage du parc. Donc il y a 77 maires qui siègent dans ce conseil syndical et ils ont proposé pour la prochaine charte de faire coïncider le nouveau périmètre du parc du Luberon avec celui qui a été validé en 2010, qui concerne la réserve de biosphère Luberon-Lure. Savoir donc un périmètre qui agrandirait le parc de une dizaine à peu près de communes, peut-être une quinzaine de communes, qui se sont situées sur le piémont de Lure, du plateau d'Albion, nord-ouest du Bion, jusque à Saint-Étienne-les-Ormes, donc en prenant Manon, voilà. Donc les maires sont sollicités pour délibérer, s'ils le souhaitent, pour intégrer le parc du Luberon. La deuxième innovation que cette révision de charte a initiée, c'est la création d'un conseil territorial qui est une nouvelle instance que les élus souhaiteraient voir créer dans la gouvernance du parc en ouvrant à la société civile la possibilité d'intervenir. Il y a donc un conseil territorial qui vient d'être créé au mois d'avril, là, avec une cinquantaine de personnes, dont certaines sont présentes dans la salle. Actuellement, on est 3 à être dans la salle, à avoir candidaté et à avoir été validés comme membres de ce conseil territorial. Et à quoi ça sert? Ça sert justement à s'autosaisir, à pouvoir s'autosaisir de tous les sujets à propos de la gouvernance du parc et de porter la voix des associations et des citoyens au niveau des instances décisionnelles du parc du Luberon. Voilà, c'est une opportunité qui est offerte d'élargir ce périmètre du parc. Et les élus donc, de ce parc ont souhaité que la société civile soit représentée. Avant, il y avait 2 autres instances qui composaient la gouvernance du parc. C'est le conseil scientifique qui continue avec des experts scientifiques, et il y avait un collège des associations, un conseil des associations qui n'a jamais véritablement fonctionné tout au long de la précédente charte, et c'est pourquoi le conseil territorial a vu le jour. Amilur a participé à la consultation qui avait été lancée par le parc naturel régional du Luberon. Nous avons exprimé nos réserves sur le développement des énergies renouvelables et particulièrement pour la production photovoltaïque qui doit passer de 100 gigawatts en 2015 à 400 gigawatts en 2023, puis de 8 à 800 gigawatts en 2030 pour atteindre 2500 gigawatts en 2050, soit un facteur 100 selon les chiffres du schéma régional d'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires, le fameux SRADET dont vous avez déjà entendu parler lors de cette réunion. Ce développement des énergies renouvelables se faisant essentiellement au sol et, on l'a déjà dit, au détriment des zones paysagères renouvelables telles que naturelles et forestières qui sont, rappelons-le, notre bien commun et dont l'artificialisation par des installations industrielles met à mal l'équilibre des écosystèmes et présente une menace sur les différentes espèces végétales et animales qui y vivent. Nous sommes plutôt vers le rapprochement avec le parc du Luberon, car malgré ce que peuvent penser certains, il est peu probable que l'ensemble du massif de Lure
puisse devenir un jour un parc naturel autonome. Mais en revanche, et là je vais peut-être heurter M. Bozo, mais il me semble que le parc naturel régional du Luberon dispose d'une doctrine solaire photovoltaïque, donc, qui constitue un document de cadrage du parc du Luberon et qui fixe des recommandations pour les installations, notamment celles au sol. Et ces recommandations sont assez proches de celles du guide de la DDT 04 auquel nous nous référons à Milur pour juger les projets présentés dans la zone que nous défendons. Donc, si la nouvelle charte en préparation confirmait cette doctrine, voire la rendait plus contraignante, ce qui était un peu le souhait que Nick a exprimé tout à l'heure, en se référant à un autre parc régional, eh bien, on pourrait considérer que l'adhésion des communes du Piémont de Lure les protégerait des assauts répétés des opérateurs industriels et limiterait le mitage du massif. Voilà ce que j'avais à dire. Des questions? Et vous adressez la question à qui? Je m'adresse à vous, Monsieur le Président. Je n'ai pas compris, vous êtes membre Escalité à titre personnel ou c'est l'association Amilur qui est présente au comité territorial? Non, Escalité, à titre personnel. Et quelle est la position d'Amilur là-dessus? Vous avez été administrateur de l'Union Nature et c'était un grand débat qu'on a eu à l'époque au conseil d'administration, à savoir que l'Union Nature, je ne sais pas quelle est la politique actuelle, mais avait refusé de continuer à siéger dans le conseil des associations, justement. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles c'est tombé en déshérence. Nous avons eu une discussion au sein du conseil d'administration et soutenons la position de Pierre, j'irai, au sein du conseil territorial. Ça veut dire quoi, ça? Aujourd'hui, le conseil territorial est constitué de personnes. Pas d'association. Il n'y a pas d'association. Non, j'avais cru comprendre que... Non, j'ai bien dit que... Voilà. À titre personnel, personnel, je Ça suis... veut dire qu'on enterre effectivement la notion d'association membre du conseil territorial. Alors après, ce sera peut-être certainement les membres du conseil territorial qui feront le travail d'aller chercher des informations et les positionnements des associations pour les porter au niveau de la gouvernance du parc. Donc vous allez pouvoir demander, je termine, aux représentants du parc qui siègent enfin en CTLPS 04. Ben, Par exemple. Par exemple, on peut... Membre théorique, mais très absent. Voilà. Vous en avez été témoin. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on peut préciser que le conseil territorial de Luberon, on est tous, j'en fais partie comme Pierre, on est tous membres de diverses associations qui nous concernent, surtout sur le thème de la protection de l'environnement. Mais on n'exprimera pas, a priori, on n'a pas exprimé dans les travaux de création une voix d'une association quelconque. Il s'agit de créer une représentation des citoyens. Et éventuellement, ce sera aussi une représentation de leurs associations, puisque les avis de nos associations vont nous être transmis et on pourra les transmettre, les faire avancer. L'important qui me semble évident, c'est que jusqu'ici, dans les faits, la direction du parc de Luberon n'était que dans les mains du conseil syndical, puisque le conseil scientifique intervient de manière, je dirais, relativement marginale dans la publication d'un certain nombre de règles, et le conseil des associations n'a pas réellement fonctionné. Donc on a une possibilité, et un certain nombre d'élus, je ne vais pas être naïf en disant tous les élus, un certain nombre d'élus ont ressenti qu'il y avait un manque de relation entre la population et le parc. C'est d'autant plus vrai si on veut le développer et dans le projet qui est mis là. Donc je crois que comme tout ce qu'est le parc, c'est un outil. Donc c'est un outil, on veut s'en servir, on ne veut pas s'en servir. Un certain nombre de communes ne veulent pas s'en servir et en ont peur, parce que ils croient que ça peut mettre en cause leur pouvoir. Nous, en tant que citoyens, on doit s'en servir.
que ce soit sous la forme d'un conseil territorial ou d'un conseil d'association ou d'autres choses, il faut qu'on soit, les citoyens, moteurs des actions du peuple. Au-delà des élus. Bien. Oui, Dominique. Je voudrais savoir si le fait de se rapprocher du parc nous aidera à mieux protéger la montagne de Lure. C'est une option. C'est une option dans la mesure où la doctrine photovoltaïque du parc peut venir renforcer les recommandations du guide des DT 04. C'est une option. Ce n'est pas certain, mais en tout cas, si les citoyens que nous sommes interviennent auprès de la gouvernance du parc pour mentionner qu'il y a des évolutions à faire dans la protection, eh bien, on peut pouvoir, on a la capacité de faire évoluer les choses, je pense. Bien, oui, Isabelle. Moi, je suis la troisième personne qui fait partie de ce conseil territorial pour une des communes du Piémont de Lure. Il y a deux aspects qu'il faut différencier. D'une part, il y a la possibilité pour une dizaine de communes du Piémont de Lure de faire partie du périmètre du parc du Luberon. Donc ça nous échappe d'une certaine manière, puisque ça se discute directement avec les élus et les maires de ces communes. En réalité, mais il y a quand même une volonté à laquelle nous on adhère, d'élargir le périmètre du parc en espérant qu'effectivement le fait d'adhérer au parc puisse à terme apporter justement au moins quelques références ou de doctrine, comme le dit Pierre, qui permettent de nous défendre. Ça, c'est la première chose. Le conseil territorial lui-même donc, est composé, je réexplique, de personnes privées, comme nous. Et ce qui est très intéressant quand même, c'est d'avoir, dans le travail qu'on a fait sur la révision de la charte, on s'aperçoit qu'il y a des recommandations, des propositions qui sont faites qui n'étaient pas présentes avant. Ça veut dire que ça traduit une évolution de la conscience et de la sensibilité des gens et des citoyens à ces problèmes. Et notamment sur le photovoltaïque, on était tous d'accord. C'est un peu comme, je dirais qu'il y a un parallèle avec la Convention des citoyens sur le climat. On a fait un travail qui était vraiment... Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce qu'on a fait un travail de proposition qui est absolument étonnant, où on était vraiment d'accord sur plein de problèmes, sur la forêt, sur le photovoltaïque, sur l'eau, etc. Et ça, qui devrait être intégré dans la future charte, et qui, à cause de problèmes de changement climatique, va évoluer favorablement, effectivement, par rapport à tous ces problèmes. Mais bon, maintenant, c'est qu'est-ce que ça va devenir? Et si on a la même déception que la Convention citoyenne sur le climat, malheureusement, le problème est que la charte actuellement n'a pas de pouvoir contraignant sur le plan juridique. Ça, je le dis pour les avocats, elle n'a pas de pouvoir contraignant, mais elle a un pouvoir d'influence et de jurisprudence. Et c'est ce qu'on espère à terme. Donc c'est pour ça que c'est un outil qui est intéressant et qu'il fallait s'en saisir. D'ailleurs, si on... Je vais ajouter une chose pour répondre à Dominique. Je vais prendre un exemple concret. Sur la forêt de Seigne, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure à Ongles, il se trouve que la proposition de Engie d'implanter son parc photovoltaïque sur cette zone-là, c'est surtout parce que cette zone-là est une zone sans protection. Elle ne dispose pas de la protection Natura 2000, elle ne dispose pas de la protection du parc, d'aucun parc, puisqu'elle fait partie, elle est extérieure à la zone. Et donc, c'est une zone particulièrement convoitée par les opérateurs, parce que justement, il n'y a pas toutes les contraintes administratives qui pourraient retarder et ralentir la procédure du dossier. Pardon ? Sur la zone de Seine à Ongles, il y avait quand même un certain de protection qui est le régime forestier, qui est prévu dans le code forestier, le code rural, et puis il y a la loi montagne. Donc les statuts de protection, voilà ce qu'ils peuvent valoir. Bien, on va s'arrêter. Je veux simplement faire une remarque par rapport à ce que tu disais sur la convergence du guide des recommandations de la DTT et des recommandations du parc. Dans la discussion que nous avons avec la sous-préfète, elle s'est engagée à dire que la recommandation, le guide de recommandation de la DTT 04 allait être finalement renforcé
pas pour devenir prescriptif, mais pour être plus, je dirais, plus fort, et aussi modifier les règles du guichet unique pour que finalement les opérateurs qui auraient reçu au guichet unique un avis défavorable ne continuent pas à faire le boulot. Voilà. Voilà quelques points. Je voulais vraiment vous remercier tous, mais ce que je viens d'entendre des uns et des autres et de tous, c'est qu'il faut se mobiliser. On voit bien que la logique citoyenne et de la société civile est de plus en plus importante. C'est tout le défi de notre association, c'est le défi à nous tous. Et on va se retrouver bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.